Bon, alors je vais ouvrir cette session justement par quelque chose qui est commun à l'inflammatoire et à la génétique, puisque le problème, ça va être comment, devant un aspect pseudo-inflammatoire, on va pouvoir penser à des maladies génétiques. Alors j'aurais préféré qu'on commence par les maladies inflammatoires, mais Kumaran a préféré aller dans l'autre sens. Donc du coup, je suis obligée quand même de dire un petit peu quelque chose sur la substance blanche, parce que la substance blanche, pour moi, elle a un rôle majeur dans l'homéostasie du système nerveux central, et que finalement elle soit attaquée par une maladie génétique ou qu'elle soit attaquée par une maladie non génétique, je vois pas bien la différence. Simplement, il y a quand même une petite différence dans les prises en charge. Et cette différence, elle est due au fait, cette petite différence, elle est peut-être pas si importante que ça, sauf que dans un processus que vous allez avoir non génétique, souvent vous allez toucher plusieurs éléments, alors que souvent dans un processus génétique, vous avez un espèce de primum movens qui est dû à l'anomalie génétique elle-même, qui peut, comme vous le savez, toucher le groupe des astrocytes et bien évidemment qui est à l'interface avec les vaisseaux sanguins. Et donc ça, je vais laisser les maîtres des vaisseaux sanguins du cerveau vous en parler. Moi, je m'intéresserai plutôt à ce qu'il y a derrière, c'est-à-dire l'astrocyte qui est finalement le régulateur de ces homéostasie puisqu'il encaisse tout ce qui se passe de la périphérie. Bien évidemment, vous avez une cellule qui est la cellule sentinelle qui est en lien avec le système périphérique et qui est très importante dans ces processus inflammatoires, qui est la microglie. Et enfin, vous avez bien sûr les cellules qui fabriquent la myéline, qui sont les oligodendrocytes, qui sont un vrai réservoir énergétique et qui donc jouent un rôle majeur aussi dans l'homéostasie, puisque le but du système nerveux central, c'est de ne pas collapser toutes les minutes, parce qu'on lui demande beaucoup de choses et on le sollicite beaucoup. Donc, si vous avez à comprendre ces trois cellules, le gros problème qu'on a, c'est qu'en plus, elles doivent fonctionner ensemble. Et donc, dès que vous en avez une qui commence à faire un petit peu de faiblesse, ben, les autres, elles s'emballent pour essayer de compenser. Mais ça ne marche pas toujours, et ça ne marche particulièrement pas quand il y a une maladie génétique, alors que quand vous avez une maladie qui est d'origine non génétique, quelquefois le système est fait pour qu'au bout d'un moment, ça finisse quand même par s'améliorer. Ça, c'est votre chance par rapport à nous. Alors donc, dans les leucoencéphalopathies non génétiques dites inflammatoires, qui pour nous se résument essentiellement à des post-infectieuses, c'est-à-dire on a attrapé un virus, on s'est fait vacciner ou je ne sais quoi, et on va développer une maladie aiguë, ou qu'elles sont auto-immunes en fait. Le plus souvent, ces présentations cliniques, ça va être assez fréquemment le cas, c'est des patients qui se présentent avec un tableau aigu et subaigu, et puis il y a des gens bien intentionnés qui demandent devant une situation un peu aiguë de faire une IRM, et quand on fait cette IRM, il y a un aspect démyélinisant, qui est souvent multiple en plage, avec un aspect un peu œdémateux, avec une augmentation souvent de la diffusion, et puis quelquefois vous avez une prise de contraste, et puis vous avez un LCR inflammatoire, et avec tout ça, vous êtes prié de faire le diagnostic de maladie génétique plutôt que de maladie inflammatoire. Donc on va essayer de regarder ensemble quelles sont les clés, mais finalement si vous prenez des leucoencéphalopathies génétiques d'aspect démyélinisant, vous pouvez avoir une présentation qui peut être aiguë ou subaiguë, et si vous l'avez vu, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez un déficit énergétique majeur, le tissu qui va être en face, vous allez avoir un œdème cytotoxique qui va donner évidemment le même aspect d'hypersignal de la substance blanche. Vous pouvez avoir des troubles des échanges d'eau et vous allez avoir un œdème non cytotoxique, en particulier quand vous avez un dysfonctionnement des astrocytes. Et puis bien évidemment, vous pouvez avoir un stress cellulaire qui est lié à l'anomalie génétique et en particulier qui mime tout à fait ce que vous avez dans le cadre de l'infection, des toxiques ou de traumatismes. Et enfin, bien évidemment, on a des situations dans lesquelles on a également une inflammation avec des cytokines qui sont sécrétées. Alors, cette présentation clinique neurologique aiguë, en fait, nous, dans les leucodystrophies d'origine génétique, la clinique, elle ne va pas beaucoup nous aider. Parce que la clinique, elle va nous montrer très souvent des patients qui vont arriver avec un tableau encéphalytique, avec un tableau de mouvements anormaux aigus, parfois des pertes d'acuité visuelle, des troubles de comportement, beaucoup de choses. La seule chose qui parfois on retrouve, c'est un facteur favorisant, et en particulier des facteurs favorisants de stress cellulaire, puisque dans ces cas-là, le cerveau n'arrive plus à faire face à la situation, son anomalie génétique plus le facteur favorisant. Et dans ces facteurs favorisants, vous avez assez l'habitude d'avoir des infections. Vous avez un peu moins l'habitude de penser à des jeunes, en particulier lorsqu'il y a eu une anesthésie ou pour une autre raison. Et en fait, chez les adultes également, des situations comme des stress psychoaffectifs ou parfois la prise d'alcool, etc. Et il faut faire très attention parce que dans les patients que nous avons retrouvés, très fréquemment, c'est considéré comme causal et en particulier donc l'infection.
Et si on peut donner quelques petits éléments cliniques qui peuvent nous guider, c'est que premièrement, vous avez une détresse neurologique aiguë qui est sans cause ou avec une cause minime par rapport aux symptômes. Ça, c'est toujours quelque chose qui doit vous dire, mais pourquoi ça entraîne tant de symptômes? Et ensuite, vous avez des symptômes qui étaient présents avant la phase aiguë. Encore faut-il aller les chercher. Je vous montrerai quelques exemples. En particulier, des enfants qui ont eu des troubles du développement psychomoteur, des difficultés scolaires, un changement de comportement et parfois des modifications de la taille du périmètre crânien, du méganencéphalie ou même un ralentissement du poids qui sont des choses aussi intéressantes. Puis quelquefois, vous avez des signes spécifiques qui ne sont pas dans le système nerveux central et du coup, ça peut vous mettre sur la guide d'un certain nombre de pathologies. On a l'habitude en pédiatrie, vous avez parfois un peu moins l'habitude côté adulte. Alors, bien évidemment, je vais reprendre le schéma favori qu'a décrit Pierre Labauge avec Xavier Lignac quand on a repris les leucodystrophies côté adulte, mais également côté enfant, ça revient un peu au même, dans lequel, quand vous avez un aspect démyélinisant de la substance blanche, c'est-à-dire un hypo-T1, hyper-T2 flair et hyper-T2 classique, vous allez vous dire, est-ce que je suis face à une maladie acquise, donc en particulier la inflammatoire, ou est-ce que je suis face à une maladie génétique? Et donc classiquement, comme vous le savez, vous avez un caractère asymétrique de la situation, vous avez classiquement également de la prise de gadolinium par rupture des barrières, qui sont des arguments pour penser que ça peut être quelque chose qui pourrait être évidemment inflammatoire. Et nous, côté génétique, on a l'habitude de dire ben, c'est confluent, c'est fasciculaire, ou ça a une distribution complètement symétrique, comme vous pouvez le voir ici dans ces images. Mais on va voir que ce n'est pas toujours aussi simple. Et je vous rappelle qu'on avait défini avec Pierre, mais également c'est valable pour nous chez l'adulte, de se dire est-ce que finalement l'aspect de la substance blanche anormale, est-ce que ça peut être lié à un processus vasculaire? Et là, je vais vous dire de revoir un peu ce qu'on va vous dire côté vasculaire tout à l'heure, ou est-ce que c'est non vasculaire, et à ce moment-là, est-ce que c'est cavitaire et très œdémateux, comme vous pouvez l'avoir ici, ou au contraire, c'est un autre aspect avec une atteinte surtout des faisceaux. Donc quand vous êtes sorti de là, je vais vous présenter un premier cas, vous allez me dire ce que vous en pensez. Voilà un patient qui il a 6 ans, il a 16 ans, pardon, il fait une première épisode aigu à 16 ans, il fait des crises de nature épileptique après une infection virale, et puis il tombe dans le coma, personne ne comprend rien, et il considère que c'est une encéphalite. Voilà la substance blanche telle qu'elle est, avec une atteinte absolument diffuse de la substance blanche, avec même un côté un peu cavitaire. Donc là, par rapport à l'image, à l'histoire, avec des convulsions qui sont un peu prolongées et un coma inexpliqué, c'est vrai qu'on a une atteinte de la substance blanche qui paraît peut-être un peu diffuse et un peu trop importante. Puis si vous regardez, vous voyez que vous avez des zones un petit peu cavitaires dans les régions temporales qui commencent à nous dire, ça c'est bizarre. Et ce patient, en fait, il récupère complètement au bout de 10 jours, et donc il part avec le diagnostic d'encéphalite inexpliquée. Et vous voyez qu'il revient dans les deux mois qui suivent 5 fois pour un épisode aigu de coma. Là aussi, en général, induit par un stress qui est plutôt un stress psychoaffectif. Là, ça m'a complètement fait sortir mon image, mais c'est pas grave. Et à chaque fois, il récupère en 3 jours. Et vous voyez que quand on interroge ce patient, on se rend compte qu'il n'a pas eu de problème particulier dans la période anténatale ou néonatale. Mais vous voyez que quand on prend son périmètre crânien, on ne peut pas considérer qu'il est très anormal, mais quand même, il est passé de +1 déviation standard quand il était petit à +4 quand il a 2 ans. Et donc, brutalement, de 0 à 2 ans, on disait qu'il avait une grosse tête, c'est tout. Et vous voyez que ce patient avait des problèmes un petit peu de comportement, avec des troubles un peu dysexécutifs. Et finalement, on s'est dit peut-être qu'il avait autre chose, et vous voyez qu'il a les kystes temporaux ici qui les inquiètent un peu. Et en fait, quand on reprend la famille, on se rend compte qu'il a une sœur qui a une encéphalopathie statique, avec une enfant qui a une porencéphalie, qui est considérée comme une IMC, sauf que là, vous voyez, pour une IMC, là aussi, il y a une atteinte de la substance blanche absolument diffuse. Et comme elle a quelque chose de statique, développemental, il y a quand même des gens qui ont regardé d'un peu plus près l'IRM. Et si vous regardez l'IRM, vous voyez qu'elle a une anomalie de la giration postérieure ici. Mais encore une fois, faut-il le voir? Et effectivement, si vous regardez son frère, il a aussi une petite anomalie de la giration postérieure. Donc là, on commence à se dire, c'est bizarre, c'est pas tout à fait comme on a l'habitude. Mais finalement, ce patient, il a
il a une maladie, on va le voir tout à l'heure, qui est une maladie dans l'AMB1, c'est-à-dire une maladie des membranes basales qui fait les échanges avec les vaisseaux et les astrocytes. Vous voyez ici un autre enfant, c'est pareil, il a une chirurgie pour strabisme, et puis juste après la chirurgie pour strabisme, il a une dysarthrie, paralysie hémifaciale, des difficultés de déglutition, c'est un patient de Diana et de Manuel Raffo de Nancy. Et vous voyez que quand on lui a fait son IRM, il a une anomalie périventriculaire de la substance blanche qui est donc de type démyélinisante avec un hypo-T1. Et vous voyez que ce patient, si on n'avait pas fait un écho de gradient où on voit ici des microblitz, on ne se serait pas rendu compte qu'en fait, il y a des petites anomalies qui évoquent le dépôt d'hémosidérine. Et ça ne va pas du tout pour une encéphalite. Et finalement, ce patient, en fait, vous voyez qu'il ne lui est rien arrivé du tout, sauf qu'il avait un petit strabisme qui est apparu un peu tard, avec là aussi une dyspraxie avec des petites difficultés scolaires modérées. Et si je demande à mes collègues du vasculaire qu'est-ce que c'est comme mutation, ils vous diront tout de suite que c'est une mutation COL4A1 de novo qu'a trouvé à l'époque l'équipe d'Elisabeth. Mais vous voyez que c'est là aussi pareil, c'est-à-dire vous avez un épisode complètement aigu, et qui fait révéler la maladie. Et vous voyez que dans ces leucoencéphalopathie par atteinte des membranes basales, que ce soit COL4A1, COL4A2, que ce soit les lamines, la lamine B1 comme on a vu tout à l'heure pour les deux enfants, ou que ce soit les lamines A2, eh bien, on peut avoir des épisodes relativement aigus avec des aspects de la substance blanche qui sont un peu trop diffus pour pouvoir vous dire que c'est quelque chose qui est aigu inflammatoire. Alors l'autre histoire, et cette histoire de cette jeune fille, qui est le troisième enfant d'un couple, avec une enfant qui n'a pas d'antécédent, mais à 9 mois, elle fait une régression psychomotrice après un ROR. Nous, chez l'enfant, on a beaucoup d'épisodes aigus liés à des leucoencéphalopathies génétiques qui se manifestent lors des vaccinations. Et peut-être qu'il faudrait qu'on revoie un peu un certain nombre de nos encéphalites post-virales, post-vaccinales, parce que personnellement, j'en ai quand même un petit paquet dans ma série. Donc celle-là, elle en fait partie. Donc une enfant qui reçoit le ROR, et elle est considérée comme une encéphalite aiguë post-vaccinale. Et vous voyez qu'elle a toutes les séquelles d'une encéphalite aiguë post-vaccinale. Alors à l'époque, elle n'était pas en France, elle a eu qu'un scanner où il y avait une atteinte de la substance blanche, relativement diffuse, qui n'avait pas été recontrôlée. Et vous voyez que cette enfant, en fait, elle a des séquelles avec une paraplégie spastique puisqu'elle marche avec un déambulateur. Elle a développé des interactions tout à fait normales, sans trouble de comportement. Elle a acquis le langage oral et écrit. Et puis, vous voyez ce qui lui arrive. Donc, elle est comme ça, dans un état très statique. Et vous voyez que donc, beaucoup plus tard, puisque cet enfant, lorsqu'elle refait un épisode, elle a 14 ans, vous voyez qu'elle fait un épisode qui fait très aigu, avec une atteinte ostéo-articulaire. Elle a un syndrome néphrotique. Elle a une atteinte neuropsychiatrique avec une régression psychomotrice et une atteinte psychiatrique. Et puis, on lui trouve des anticorps anti-facteurs nucléaires qui fait que cette patiente est diagnostiquée comme lupus érythémateux systémique, à la fois sur le plan dû à la clinique et au côté biologique. Et cette patiente reçoit donc un traitement classique dans ces lupus érythémateux systémiques. Et vous voyez que sous traitement, elle va un peu mieux, mais compte tenu de son état neurologique qui va se réaggraver, les parents débarquent en France et quand ils arrivent, donc elle a un tableau neurologique qui est effectivement beaucoup plus important. Bien sûr, elle a son syndrome pyramidal qu'on ne peut pas expliquer par le syndrome récent. Elle fait des épisodes de perte de contact avec des électroencéphalogrammes normales. Elle a un syndrome avec une grosse labilité émotionnelle. Elle a des hallucinations avec parfois des petits éléments de catatonie associés. Vous voyez qu'on lui fait une ponction lombaire, elle a 0 élément, elle n'a pas de germe. Et vous voyez qu'elle a tout pour faire une maladie inflammatoire, puisqu'elle a une lymphopénie, elle a un syndrome inflammatoire majeur, elle a une ferritine élevée, elle a un fibrinogène élevé. Et ce qui commence à faire un peu bizarre pour un lupus aigu disséminé, c'est que vous voyez, elle a des lésions qui font des lésions relativement anciennes et qui font des engelures, comme s'il y avait un purpura vasculaire associé, qui commence à trouver un peu bizarre. Et quand on fait l'IRM, vous voyez l'aspect de l'IRM, vous avez des images donc en hypersignal nodulaire et punctiforme en flair et en T2 de la substance blanche profonde de façon relativement bilatérale et un peu asymétrique, qui pourrait là aussi penser à quelque chose d'inflammatoire. Vous voyez ici qu'il y a une zone qui paraît un peu lacunaire, et lorsque on regarde d'un peu plus près cette région,
on se rend compte qu'en fait, elle n'a pas de prise de contraste. Et dans cette région-là, en fait, vous avez une image qui montre des éléments de restriction de diffusion, qui fait que ça fait bizarre pour une maladie inflammatoire. Et en plus, elle est arrivée avec un scanner qui montre des calcifications bilatérales de la région lenticulaire, pour lequel, évidemment, une encéphalite post-ROR paraît bizarre. Et le diagnostic qui nous est proposé, c'est celui d'un neurolupus. Et donc là, je vous laisse la parole, parce qu'on est un peu étonné que dans un neurolupus, finalement, elle n'a pas du tout d'éléments inflammatoires dans le LCR, ni dans son cerveau. Et ils vont la traiter pour un neurolupus. Lorsque Florence dit, hep là 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 là, peut-être qu'avant de la traiter pour un neurolupus, il faudrait regarder autre chose. Et effectivement, vous voyez qu'on a mis en évidence, non pas un interféron dans le liquide céphalorachidien, puisque c'est rare dans cette pathologie, on n'a pas trouvé non plus de profil d'activation de l'interféron que fait Yannick Rowe à Necker. Vous voyez que, par contre, on lui a trouvé un stigmate qu'on retrouve assez fréquemment dans ces inflammations chroniques, avec une augmentation des néoptérines, que nous, on retrouve assez fréquemment. Et depuis, elle a par une technique que fait maintenant Pasteur, je ne sais pas si vous faites ce genre de choses, qu'on appelle la technique SIMOA, qui est revenue positive, et cette patiente a bien une interféronopathie, et elle a une mutation donc, dans RNase H2B, ce qui est quand même rare d'avoir des tableaux comme ça, pseudo de vascularite, en particulier des extrémités, qui sont plus connus dans les TRAX1 que dans les RNase H2B. Et on a aussi des enfants qui ont présenté, d'autres patients qui ont des RNase 2B, par exemple, qui ont présenté des phénomènes auto-immuns, type thyroïdite, des types de... On en a une qui a une myosite aussi qui est développée, ce qui fait que le tableau neurologique est considéré comme aussi auto-immun, alors qu'en fait, vous avez à la base une maladie génétique qui va entraîner effectivement la susceptibilité à développer des pathologies auto-immunes. Donc, parfois, vous avez une situation, donc là, c'est les situations plutôt de type, je dirais, vasculaire, bien que vous n'avez pas les critères IRM, comme vous l'avez vu, un peu les calcifications quand vous avez la chance d'en avoir ou quand vous avez la chance d'avoir un peu des microblitz. Nous, ce qu'on observe aussi quelquefois chez l'enfant, c'est ces aspects, mais que vous voyez aussi chez l'adulte, ces aspects très cavitaires de la substance blanche, qui prend un aspect œdémateux puis cavitaire, et qui sont assez typiques de ce que vous voyez, qu'il y a un dysfonctionnement des astrocytes. Alors je dirais que dans ces pathologies, en général, on vous a appris, et vous êtes tous capables de faire le diagnostic, qu'il y a des tableaux IRM qui sont assez faciles à repérer, que ce soit les tableaux de MLC1 avec les cavités ici et une substance blanche complètement œdémateuse, que ce soit des aspects complètement cavitaires comme on les voit dans les caches, ou que ce soit comme dans les alexandères que nous on voit, c'est-à-dire avec ce gradient antéro-postérieur, qui nous permettent de penser que bien sûr il y a une anomalie de la substance blanche, de l'homéostasie de la substance blanche, mais je vous dirais que ça, c'est quelque chose que vous, très vite, vous voyez bien que ce n'est pas un problème d'une maladie inflammatoire. Là où c'est plus compliqué, c'est des formes plus adultes ou plus juvéniles. Par exemple, cet enfant, Jérémy, qui n'a pas de symptômes jusqu'à l'âge de 10 ans, et puis il fait un épisode aigu de vomissement et anorexie. Cet enfant, en fait, on n'a pas trouvé de facteur déclenchant. Il vomit, il est complètement anorexique. La maman nous signale simplement qu'il est anxieux depuis 6 mois. Et vous voyez que cet enfant a une IRM qui nous montre des lésions un peu particulières dans le pont, qui peut nous expliquer qu'il vomit et qu'il a du mal à avaler. Évidemment, on le rassure en lui disant que ce n'est pas psychiatrique, parce qu'il traînait en psychiatrie depuis 6 mois déjà quand même. Mais on n'est pas tellement plus rassuré parce qu'on se dit, est-ce que ça ne peut pas être inflammatoire et est-ce que ça ne peut pas être ces rhombencéphalites, tout ce qu'on peut avoir imaginé. Mais finalement, il n'y a aucun stigmate inflammatoire dans le liquide céphalorachidien ni dans la périphérie. Et ce patient, en fait, quand vous regardez sa substance blanche sustentorielle, vous voyez qu'il a des petites anomalies de la substance blanche. Il n'a pas du tout, il a peut-être un petit gradient antéro-postérieur, mais ce n'est pas du tout évident. Et il n'a pas du tout les critères IRM d'un enfant qui a une maladie des astrocytes, c'est-à-dire c'est une forme juvénile de pathologie des astrocytes, c'est-à-dire de mutation des novo GFAP. Et je vous rappelle que c'est des diagnostics compliqués et difficiles parce que ça peut avoir des aspects très pseudo-inflammatoires asymétriques, parfois même avec des aspects un peu kystiques. Et puis chez l'adulte, ça c'était un cas d'un patient qu'on avait eu, qui nous a été rapporté avec une autopsie parce qu'il en est mort. Hein. C'est un jeune patient qui a fait la fête, qui a pris beaucoup d'alcool et puis il est tombé un peu inconscient avec des signes bulbaires et les copains ils ont cru qu'il faisait l'idiot.
Ils ont dit, bon, bah, tu ferais bien de rester au lit. Ils l'ont tellement laissé au lit que les secours sont arrivés, et c'était trop tard, et il est mort. Il avait bien sûr eu une IRM au moment juste avant qu'il décède. Vous voyez qu'il avait des anomalies très importantes de la fosse postérieure, mais vous voyez qu'en substentoriel, il n'avait pas grand-chose. Et c'est finalement l'autopsie qui montrait des fibres de Rosenthal qui ont permis de faire le diagnostic. Donc finalement, vous voyez que vous pouvez avoir des formes de l'enfant qui font très leucodystrophie, en fait, avec toutes les caractéristiques, jusqu'à des formes de l'adulte que vous allez avoir des signes qui sont parfois pas évidents, avec ces tableaux parfois de relapse que vous connaissez bien dans les maladies inflammatoires, en particulier de l'adulte. Alors le dernier groupe, c'est le groupe ici. Alors celui-là, c'est un groupe qui nous embête beaucoup parce qu'il n'a pas beaucoup de caractéristiques IRM. Hein, il a souvent des anomalies en fait sur les faisceaux corticospinaux. Vous les voyez ici, ou en arrière dans les faisceaux des radiations optiques. Et c'est vrai que c'est ce groupe-là pour lequel, avec Pierre, on dit bah, c'est peut-être celui-là où vous avez le droit de faire un peu le complet métabolique. Mais le problème, c'est qu'il faut encore y penser. Et par exemple, voilà un enfant qui a une encéphalite post-varicelle absolument typique. Donc il a 3 ans, il fait sa varicelle. Et 3 jours après, il fait une ataxie aiguë pendant 1 semaine. Et vous voyez qu'il a cette IRM, qui évidemment est une IRM absolument typique pour une encéphalite post-varicelle, n'est-ce pas? C'est-à-dire que c'est bien considéré comme lié à son encéphalite post-varicelle, alors que dans les encéphalites post-varicelles, par définition, les neuropédiatres qui sont dans la salle savent très bien qu'on n'a pas cet aspect complètement œdémateux de la substance blanche, et surtout, c'est pas avec ça qu'on récupère très rapidement, puisque cet enfant, en 1 semaine, non seulement elle est plus ataxique, mais elle n'a pas du tout de trouble de comportement, elle n'a rien du tout. Et donc l'histoire s'arrête là, avec cette IRM qui est dans les dossiers, et un enfant qui va bien, sauf qu'à 14 ans, on le voit parce que cet enfant, il a des difficultés un petit peu à l'école, avec un enfant qui a surtout un syndrome dysexécutif, et puis il a un petit élément dyspraxique, et puis on dit, mais quand même, c'est quoi cette histoire qui s'est passée à l'âge de 3 ans? Et du coup, on lui refait une IRM. Et quand on lui refait l'IRM, vous voyez que les images dans la substance blanche, d'abord, il va bien. Hein, c'est pas tout à fait normal d'avoir ça dans la substance blanche, même si on a juste un syndrome dysexécutif. Et vous voyez que non seulement il a ça, mais il a plein de petites images qui vous font penser qu'il a des petites anomalies sur ses faisceaux, et en particulier un faisceau qui doit vous orienter tout de suite, qui est un faisceau postérieur de la moelle épinière, qui n'est pas du tout un aspect que vous voyez dans des maladies inflammatoires, bien évidemment, mais que nous, on voit dans une mutation d'une tRNase qu'on appelle DARS2, qui est donc une tRNase mitochondriale. Et ce patient, il n'avait pas de lactate élevé. Et vous voyez qu'il y a eu un épisode aigu, puis ensuite plus rien. Et à l'adolescence, on a simplement des petits troubles de comportement, comme ça. C'est tout. Et vous voyez que ce patient, il a une mutation, en fait, DARS2, avec ces protéines qui sont un peu particulières, puisque ce sont des protéines qui sont des enzymes qui sont mitochondriales. Vous en avez une forme qui peut être cytoplasmique, mais là, on parle des formes mitochondriales. Et donc, ce sont des vraies maladies mitochondriales de ces tRNA synthétases qui montrent que parfois, ça peut donner des aspects aigus. Alors, quand vous avez l'aspect infantile précoce, ça fait très pseudo-mitochondrie, et donc on les confond avec des maladies mitochondriales. Quand c'est la forme classique de l'enfant avec ces anomalies très particulières d'atteinte à l'intérieur du tronc, des faisceaux, du trijumeau, etc., on y pense. Chez l'adulte, c'est beaucoup plus compliqué, et parfois vous avez que des images comme ça dans la substance blanche substentorielle qui font un peu bizarre, qui pourraient faire penser à quelque chose qui pourrait être des séquelles de pathologie inflammatoire. Sauf que si vous regardez de près ces patients, eh ben, ils ont souvent des anomalies que vous voyez à peine dans le bulbe, et ils ont toujours l'anomalie dans la moelle, tout le long des faisceaux postérieurs de la moelle. Donc vous avez exactement la même chose avec une autre tRNase. Vous voyez par exemple cet enfant a fait un épisode très aigu à l'âge de 9 mois, avec la perte de ses acquisitions motrices, une grande hypotonie, là aussi considérée comme une encéphalite. Mais si vous regardez l'image, vous trouvez quand même que c'est bizarre d'avoir une encéphalite avec une atteinte des thalamiques comme ça. Et vous voyez que cet enfant, il a évolué avec un tableau où on a dit que c'était des séquelles d'encéphalite. Et si vous regardez à l'âge de 10 ans l'IRM, ben vous voyez que l'IRM ne fait plus beaucoup parler d'elle. Et pourtant, c'est une maladie génétique, avec une maladie génétique dans laquelle vous avez un épisode aigu, et puis ensuite, vous avez un aspect de séquelles. Voilà.
Donc ça, c'est des aspects typiques que vous avez dans vos tRNA synthase, et vous avez comme ça un certain nombre de patients qui peuvent vous montrer ce type de choses. Ça, c'est un autre patient qui a présenté une infection virale à 8 mois, avec un tableau d'encéphalite, et puis ensuite, il avait une difficulté un petit peu à la marche, et ça n'est qu'à l'adolescence, quand on a vu qu'il apparaissait une paraplégie spastique, on s'est posé des questions, et en se posant des questions, on lui a trouvé des lactates qui étaient un petit peu élevés. Vous voyez qu'il avait des anomalies de la substance blanche, et puis comme il avait une glycine un peu élevée, on a fini par trouver qu'il avait une anomalie dans la mitochondrie au niveau donc de toutes ces protéines fer-soufre qui sont importantes pour faire fonctionner la mitochondrie. Donc finalement, le dernier, vous le connaissez parce que vous y pensez toujours chaque fois qu'il y a une inflammation, c'est-à-dire bien sûr l'adrénoleucodystrophie, et Caroline est ici, elle pourrait vous en donner beaucoup d'exemples, dans lequel vous avez une maladie, mais là elle est vraiment inflammatoire, elle est d'autant plus difficile à diagnostiquer qu'elle fait vraiment pseudo-inflammatoire, sauf qu'en général vous n'avez pas un liquide céphalorachidien qui est inflammatoire, et vous avez souvent des antécédents. Donc, je voulais vous montrer que finalement, dans ces pathologies, vous pouvez avoir toutes ces pathologies démyélinisantes, vous pouvez avoir des aspects qui font pseudo-inflammatoires ou pseudo-aigus. Et je pense qu'il faut surtout y penser. Et il faut y penser parce que, si vous imaginez, eh ben, toutes ces leucodystrophies, elles peuvent avoir un début très précoce comme un début très tardif. Et finalement, à chaque fois, vous pouvez avoir des dégradations relativement aiguës. Et parfois, ça peut ne pas faire parler d'elles pendant longtemps. Et souvent, vous avez des aspects aigus au moment où vous avez la phase active de myélinisation, c'est-à-dire des 2 premières années de vie, et puis vous avez souvent au moment où vous avez le renouvellement de votre myéline, votre homéostasie de la substance blanche qui doit être particulièrement importante, à savoir à l'adolescence et lors de la phase d'adulte jeune. Donc j'espère vous avoir convaincu que ces formes aiguës de leucoencéphalopathie qui peuvent avoir un tableau pseudo-inflammatoire existent, et vous voyez que tous ces mécanismes eh bien, peuvent être la résultante de maladies de la substance blanche d'origine génétique. Donc, je pense que l'inflammation va nous en montrer d'autres encore plus compliquées, mais c'est vrai que parfois, ce n'est pas très facile de faire la différence. Une question très naïve, comment on explique la récupération parfois très impressionnante et très rapide? Donc, ce n'est pas une mort cellulaire, c'est un dysfonctionnement métabolique, quoi. Exactement. D'ailleurs, vous avez un stress cellulaire lié à l'événement qui a pu se passer. Effectivement, l'infection peut être un véritable stress, l'activation des cytokines, etc., qui va décompenser votre système, parce que génétiquement, vous avez quelque chose qui ne fonctionne pas, soit dans votre homéostasie, dans vos échanges d'eau, soit parce que vous avez déjà une détresse énergétique qui existe de base, et à ce moment-là, ça dérégule tout, et à ce moment-là, vous avez toute la cascade qui peut faire une véritable pathologie aiguë, pseudo-inflammatoire. Puis ensuite, votre système, il est quand même bien fait, il essaye de récupérer, comme vous l'avez dans un processus inflammatoire. Mais là, simplement, le problème, c'est que cette susceptibilité, vous la gardez toute votre vie. Et donc, à un moment donné, ça fait reparler, soit parce que vous avez abîmé du tissu, soit parce que chroniquement, votre tissu souffre. Et à ce moment-là, vous avez les signes de souffrance chronique, comme là, les syndromes dysexécutifs et les choses comme ça. Donc, c'est pour vous convaincre dans l'idée qu'il faut récupérer les antécédents et toujours se méfier de ces encéphalites, en particulier post-vaccinales, pour lesquelles ça serait quand même extrêmement intéressant de les reprendre, parce que d'abord, ça éviterait de faire qu'on ne vaccine pas nos enfants pour soi-disant des encéphalites post-vaccinales, et peut-être aussi avoir une idée de comment il faut les prendre en charge s'ils ont des susceptibilités génétiques. Je vous rappelle que RH2B homozygote, la mutation qu'on a, elle est extrêmement fréquente dans le bassin méditerranéen. Et donc, on en a beaucoup qui viennent des pays d'Afrique du Nord, mais on en a aussi dans le sud de la France, et c'est quand même pas si rare que ça.